Entre secrets de famille, prouesses scientifiques et suspense judiciaire, notre enquête exclusive vous plonge au cœur d'un dossier criminel oublié que la technologie est en train de réveiller. Imaginez une petite ville, un crime remontant à la fin des années 1980 et soudain, presque 4 décennies plus tard, l'éclair d'une avancée ADN capable de faire vaciller l'impunité. Dans cette vidéo, nous vous emmenons des laboratoires high-tech jusqu'aux souvenirs bouleversants d'une famille déterminée pour comprendre comment quelques fragments de génome pourraient faire toute la différence. Restez avec nous pour découvrir des témoignages inédits, décrypter les enjeux éthiques et suivre pas à pas la quête d'une vérité longtemps confisquée. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et préparez-vous à vivre une immersion où chaque indice compte, chaque minute fait battre le cœur de l'enquête et où la justice pourrait enfin rattraper le temps. Cette histoire va vous tenir en haleine. Le 27 juin 1987, par une chaude journée d'été comme tant d'autres, la petite Sabine Dumont, 9 ans, quitte le domicile familial situé dans une commune tranquille des Yvelines. Elle avait promis à sa mère qu'elle rentrerait avant le goûter, après être allée jouer chez une camarade vivant à quelques rues de là. Ce qui devait être une promenade anodine dans un quartier familier s'est transformé en une tragédie indicible. Lorsque la fillette ne revient pas, l'inquiétude monte d'heure en heure et les appels lancés à travers les rues vides de l'après-midi restent sans réponse. En début de soirée, les parents, paniqués, signalent sa disparition à la gendarmerie. Les premières battues s'organisent dans la nuit, menées par les forces de l'ordre, les voisins et de simples citoyens bouleversés. Le lendemain matin, le drame se confirme. Le corps sans vie de Sabine est retrouvé en lisière d'un petit bois, à environ 3 km de son domicile. L'enquête révèle rapidement l'horreur. L'enfant a été violé, puis étranglé. Le choc est immense, non seulement pour la famille, mais aussi pour toute une génération marquée par cette affaire. Pourtant, malgré l'ampleur des recherches et les moyens mobilisés à l'époque, les enquêteurs échouent à identifier le coupable. Des indices existent pourtant. Des traces biologiques, notamment du sperme, sont prélevées sur le corps de la victime. Mais en 1987, les technologies de l'ADN sont balbutiantes et l'on ne dispose pas encore des outils permettant d'exploiter pleinement ces données cruciales. Pendant des années, l'affaire Sabine Dumont va rester comme une blessure ouverte dans le paysage judiciaire français. La presse s'empare régulièrement du dossier, mais toujours sans avancée significative. Les parents de Sabine, usés par le chagrin et la frustration, apparaissent à la télévision, implorant qu'on ne laisse pas le nom de leur fille sombrer dans l'oubli. Ils écrivent au ministre, au procureur et même au président de la République. Mais l'affaire s'enlise, les pistes s'effacent, les témoins vieillissent et la mémoire collective commence à se déliter. Pourtant, un détail demeure, les scellés ont été conservés. Les enquêteurs ont eu la sagesse ou la prescience de préserver les échantillons biologiques dans des conditions permettant leur future réutilisation. C'est cet ADN, oublié dans un congélateur judiciaire, qui deviendra des décennies plus tard la clé potentielle de la vérité. Au fil des ans, les progrès de la science redonnent espoir. Dans les années 2000, l'ADN devient un outil central des enquêtes criminelles. Le fichier national des empreintes génétiques, FENAEG, est créé en France en 1998 et commence à recenser les profils d'individus condamnés pour des crimes ou délits graves. Le profil ADN issu des prélèvements sur Sabine est enfin exploité et comparé à des milliers d'autres. Mais aucune correspondance. L'homme qui a commis cet acte odieux n'a jamais été arrêté ou n'a pas été fiché. En 2016, la PJ de Versailles tente une approche plus innovante, l'ADN de parentèle. Cette technique consiste à rechercher des similitudes partielles entre l'ADN du suspect inconnu et celui de personnes fichées, dans l'espoir d'identifier un parent proche. Là encore, malgré des efforts considérables, l'enquête piétine. Le mystère reste total. Sabine Dumont n'a toujours pas de justice. En 2023, l'ouverture à Nanterre du nouveau pôle judiciaire spécialisé dans les cold cases insuffle une dynamique nouvelle à l'affaire. Composé de magistrats aguerris, de gendarmes spécialisés et d'experts en sciences forensiques, ce pôle fait du dossier Dumont une priorité. Les parents de la victime sont convoqués, écoutés, rassurés. Pour la première fois depuis des années, l'État semble leur redonner une voix. Les scellés sont réexaminés, les techniques les plus modernes envisagées. Le 30 juin 2025, dans une conférence de presse sobre mais poignante, l'un des avocats de la famille, maître Sébastien Seban, annonce une avancée majeure. La justice française autorise enfin l'usage de la généalogie génétique dans l'enquête Sabine Dumont. Cette méthode, qui a fait ses preuves outre-Atlantique, consiste à analyser l'ADN à travers le prisme des arbres généalogiques. En clair, si l'on ne trouve pas l'auteur du crime, on peut peut-être retrouver ses cousins, ses tantes, voire ses arrière-grands-parents, et ainsi remonter patiemment jusqu'à lui. C'est une révolution pour la justice française, et c'est surtout un espoir immense pour les Dumont.
Sabine n'est plus simplement un nom dans un vieux dossier jauni. Elle redevient une enfant, une victime, à qui l'on promet, enfin, de rendre justice. Ce chapitre qui s'ouvre n'est pas encore celui de la résolution, mais il est peut-être, pour la première fois depuis 38 ans, celui de la lumière. Lorsque l'on évoque la généalogie génétique, beaucoup pensent immédiatement à ces tests récréatifs, popularisés par des sociétés comme MyHeritage, Ancestry DNA ou encore 23andMe. En quelques semaines, pour une centaine d'euros, un particulier peut découvrir s'il a des origines scandinaves, des ancêtres berbères ou un lointain cousin aux États-Unis. Mais derrière cette curiosité familiale se cache un outil d'une puissance inédite pour la police judiciaire. Celui de pouvoir retrouver un criminel non pas directement, mais en reconstituant patiemment les branches de son arbre généalogique, à partir de fragments d'ADN partagés avec des inconnus. C'est exactement cette technique qui, aujourd'hui, redonne espoir à la famille de Sabine Dumont. Car si l'ADN prélevé sur le corps de la fillette n'a jamais trouvé de correspondant direct dans les fichiers français, il pourrait en revanche correspondre à un parent éloigné qui aurait, volontairement ou non, soumis son propre ADN à une base de données étrangère. Un cousin au 4e degré, un demi-oncle, une descendante d'un frère disparu, peu importe. Ce qui compte, c'est le lien génétique, même ténu, qui peut ouvrir une piste. C'est aux États-Unis que cette méthode a pris son essor. Le cas le plus célèbre est celui du Golden State Killer. Pendant plus de 40 ans, ce tueur en série, ancien policier, a échappé aux autorités malgré des dizaines de crimes. En 2018, les enquêteurs de Sacramento ont utilisé les bases de données ouvertes GEDmatch et Family Tree DNA pour comparer l'ADN du tueur à ceux de millions d'Américains. Ils ont fini par repérer des correspondances avec plusieurs cousins éloignés. En retraçant leur arbre généalogique, ils ont convergé vers un suspect précis, Joseph James DeAngelo. Une confrontation ADN plus tard, l'affaire était bouclée. Inspirée par ce succès, la méthode a été utilisée dans plus de 400 enquêtes outre-Atlantique. Des affaires classées depuis des décennies ont été rouvertes avec des résultats spectaculaires. Le FBI dispose désormais d'équipes dédiées, formées à ce croisement entre biologie, informatique et généalogie. En France, le chemin a été plus tortueux. D'abord, la loi française est beaucoup plus stricte que la législation américaine en matière de données personnelles et d'usage de l'ADN. La bioéthique reste un pilier du droit français. Et toute dérive vers une forme de surveillance génétique de masse est redoutée. Les plateformes utilisées aux États-Unis n'ont pas le droit d'opérer sur le territoire national sans autorisation spécifique. Et jusqu'en 2023, la généalogie génétique n'était même pas envisagée comme outil judiciaire. Mais la pression de certaines familles, combinée à l'écho médiatique des réussites américaines, a fini par faire bouger les lignes. En septembre 2023, après une intense bataille parlementaire, une loi expérimentale a été votée. Elle autorise, dans le cadre d'affaires criminelles non résolues, l'utilisation encadrée de la généalogie génétique. Cette loi impose plusieurs garde-fous. L'autorisation d'un juge des libertés, le recours obligatoire à une base étrangère, l'anonymisation du profil génétique envoyé, l'obligation de limiter l'enquête aux infractions les plus graves, viols, meurtres, actes terroristes, et surtout l'interdiction de conserver les données une fois la recherche terminée. C'est dans ce cadre très précis que s'inscrit aujourd'hui l'affaire Sabine Dumont. Le parquet de Nanterre a sollicité l'expertise de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN. L'ADN issu du sperme retrouvé sur la scène du crime a été transformé en un fichier de type SNP, plus précis que le profil standard du FNAEG. Ce fichier est ensuite envoyé, de manière cryptée et anonyme, à une société partenaire américaine autorisée à traiter ce genre de demande. Une fois l'ADN intégré dans la base, l'algorithme entre en action. Il compare les séquences génétiques avec les millions de profils déjà présents. S'il identifie une correspondance significative, il génère un arbre généalogique théorique que les enquêteurs peuvent ensuite exploiter pour reconstruire la lignée jusqu'à un éventuel suspect. Le processus est complexe, fastidieux et peut durer plusieurs mois. Mais dans des affaires aussi anciennes que celle de Sabine, c'est parfois le seul espoir restant. Il faut cependant garder à l'esprit que cette méthode n'offre aucune garantie. L'ADN du criminel n'a peut-être aucun cousin ayant fait un test génétique. Ou bien la piste peut mener à une impasse. Il peut aussi y avoir plusieurs branches floues, rendant l'identification difficile. Malgré tout, l'expérience américaine montre que chaque tentative affine les techniques, enrichit les bases de données et peut déboucher sur une vérité que l'on croyait à jamais enfouie. Pour les proches de Sabine, le recours à la généalogie génétique n'est pas seulement une démarche technique, c'est une reconnaissance de leur combat, de leur persévérance et de leur droit à obtenir des réponses. C'est aussi un message fort adressé aux familles des victimes de cold case en France. La justice n'abandonne pas. La science avance, les méthodes évoluent,
Et parfois, un simple brin d'ADN peut suffire à ranimer la lumière au fond du tunnel. La décision d'avoir recours à la généalogie génétique dans l'affaire Sabine Dumont ne s'est pas prise en un claquement de doigts. Elle est le fruit d'un long cheminement judiciaire, éthique et administratif, marqué par de nombreuses hésitations. Dans un pays comme la France, où l'usage des données personnelles reste un sujet hautement sensible, il a fallu franchir de nombreux obstacles pour permettre à cette technologie d'entrer, même timidement, dans le cadre d'une enquête pénale. Tout commence début 2025 dans les bureaux feutrés du pôle Cold Case de Nanterre, nouvelle cellule judiciaire créée pour relancer des dossiers non résolus ayant marqué l'opinion. Parmi les priorités de ce pôle, l'affaire Sabine Dumont figure en tête de liste, tant la violence du crime, l'innocence de la victime et l'échec des enquêtes précédentes continuent de hanter les mémoires. Le juge d'instruction en charge du dossier, réputé rigoureux et ouvert aux innovations scientifiques, s'entoure de spécialistes de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, pour étudier les pistes possibles. Rapidement, la généalogie génétique apparaît comme l'ultime recours. L'ADN prélevé sur la scène du crime, toujours intact, est transféré dans un format exploitable par les logiciels de recherche familiale. Mais ce n'est pas aussi simple qu'un téléchargement, chaque étape est scrutée, validée, autorisée. Il faut obtenir l'accord du juge des libertés et de la détention, JLD, s'assurer que la procédure respecte la nouvelle loi votée en 2023, notifier la CNIL et garantir l'anonymisation du profil génétique envoyé à l'étranger. Une fois le feu vert judiciaire obtenu, les équipes scientifiques se mettent à l'œuvre. Le processus de transformation de l'ADN en fichier SNP, sorte de carte génétique ultra détaillée, est effectué dans un laboratoire sécurisé. Le fichier est ensuite transféré, via un canal crypté, à une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse généalogique. C'est elle qui comparera cet ADN à ceux déjà présents dans sa base, fournis volontairement par des millions de particuliers à travers le monde. Pendant ce temps, les gendarmes se préparent. Car si une correspondance génétique est identifiée, un cousin, une nièce, un arrière-petit-neveu, il faudra lancer des recherches classiques sur l'état civil, les mariages, les naissances, les décès, les changements de nom. Bref, remonter l'arbre généalogique de manière inverse, depuis la branche vers la racine. Un travail de fourmi, entrecroisant archives départementales, registres de notaires et bases de données de l'INSEE. Ce type d'enquête demande une grande minutie, mais aussi une extrême prudence. Le simple fait de contacter une personne identifiée par ses liens génétiques avec un suspect potentiel peut provoquer des réactions violentes, des traumatismes, ou même compromettre l'enquête. Les enquêteurs sont donc formés à la délicatesse. Chaque appel, chaque rencontre, chaque question est préparée avec soin, dans le respect des droits individuels et de la présomption d'innocence. Parallèlement, les avocats de la famille Dumont suivent de près chaque étape. M. Sébastien Seban, qui accompagne les parents depuis plusieurs années, joue un rôle de médiateur entre la justice, la science et les proches. Il tient à rappeler que cette démarche n'est pas seulement une prouesse technique. C'est un combat humain porté par le besoin viscéral de comprendre, d'identifier et peut-être de pardonner. Dans les médias, les réactions sont partagées. Certains saluent le courage de la justice d'oser franchir cette barrière technologique. D'autres, au contraire, s'inquiètent d'une dérive vers une société de surveillance biologique. Des associations de défense des libertés, comme la Ligue des droits de l'homme ou la Quadrature du Net, alertent sur le risque d'un glissement progressif vers la collecte massive de données ADN. La garde des Sceaux tente de rassurer l'opinion. Dans un entretien accordé à la presse, elle affirme « Il ne s'agit pas d'ouvrir la voie à une généalogie policière à grande échelle, mais de donner à certaines familles une chance de vérité que le temps leur a volée. » Elle rappelle que l'autorisation de recourir à cette méthode reste exceptionnelle, encadrée et strictement réservée à des crimes très graves. Pour les Dumont, chaque jour qui passe est un jour de plus à espérer. Ils savent que le processus peut être long. Les résultats généalogiques ne sont pas immédiats. Il faut parfois attendre des semaines, voire des mois, pour qu'un lien apparaisse. Et même si un match est trouvé, l'enquête doit encore confirmer par d'autres éléments, alibi, contexte, recoupement, que la personne désignée est bien l'auteur du crime. Mais pour la première fois depuis près de 4 décennies, les Dumont ont le sentiment que la justice bouge. Que la science ne se contente plus de constater l'irréparable, mais qu'elle tente, avec toute sa rigueur et ses limites, de faire parler le silence. À l'automne 2025, l'attente atteint son paroxysme. Cela fait maintenant plusieurs mois que le profil ADN, issu des scellés de l'affaire Sabine Dumont, a été envoyé à une entreprise américaine spécialisée dans la généalogie génétique. Pour la famille, chaque jour sans nouvelles est un entre-deux insoutenable, suspendu entre espoir et crainte. Et pourtant, c'est bien cette lenteur méthodique qui constitue la garantie de sérieux d'un processus extrêmement complexe, à la frontière de la science, de la loi et de l'intime. Car derrière ce nouvel outil judiciaire se cache une mécanique redoutablement sophistiquée.
Une fois le fichier génétique comparé aux millions d'ADN présents dans la base, le système détecte des segments partagés entre individus. Ces segments communs permettent de dégager des liens de parenté, parfois très éloignés, entre le profil inconnu, celui du criminel, et des profils identifiés, ceux d'utilisateurs de la plateforme. Lorsque plusieurs correspondances apparaissent, même partielles, une hypothèse familiale commence à se dessiner. C'est le point de départ d'un travail long et minutieux mené par les enquêteurs. Reconstruire, à partir de ces données, un ou plusieurs arbres généalogiques susceptibles de contenir le suspect. Ce processus demande non seulement des compétences techniques, mais aussi une immense rigueur dans l'analyse historique et administrative. Les officiers doivent compiler des centaines de documents, actes de naissance, de mariage, de décès, changement d'identité, adoption, naturalisation ou encore déplacement migratoire. Chaque branche, chaque prénom, chaque date peut s'avérer cruciale. Mais au-delà de la technique, c'est toute une réflexion éthique qui surgit. Car en retraçant des lignées entières, la justice pénètre dans l'histoire intime de familles qui parfois n'ont aucun lien conscient avec l'affaire. Des cousins éloignés découvrent avec stupeur qu'ils partagent un patrimoine génétique avec un violeur et meurtrier présumé. Des secrets de famille longtemps enfouis refont surface. Des liens de filiation sont remis en question, des non-dits explosent. C'est ici que les psychologues, les sociologues et les juristes doivent intervenir pour accompagner cette nouvelle réalité. Car la vérité, même scientifique, peut être violente. Elle bouscule les identités, les filiations, les repères affectifs. Elle oblige à faire face non seulement à la justice, mais aussi à l'histoire familiale, souvent douloureuse, parfois honteuse. Pour les proches de Sabine, ce tumulte généalogique reste secondaire. Ce qu'ils recherchent, c'est un nom, un visage, une explication. Pourquoi? Comment? Était-ce un voisin, un ami de la famille, un inconnu croisé par hasard? L'objectif n'est pas la vengeance, c'est la compréhension. C'est la possibilité, après tant d'années de silence et de frustration, de refermer enfin un chapitre de souffrance ouverte. Mais que se passera-t-il si aucun lien n'est détecté? Si la base génétique ne contient aucun cousin identifiable, ce scénario n'est pas exclu. En France, très peu de personnes ont eu recours à ces tests, interdits par la loi. Et parmi les utilisateurs étrangers, tous ne sont pas issus des mêmes branches familiales. Le tueur peut venir d'une lignée discrète, isolée, ou avoir des origines méconnues. Dans ce cas, l'enquête devra attendre l'arrivée de nouveaux profils dans la base, peut-être dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. La question de l'avenir de cette méthode se pose alors. Faut-il encourager davantage de citoyens à participer volontairement à ces bases ADN? Faut-il créer une base publique européenne encadrée par la justice? Ou bien risquer de basculer vers une surveillance de masse? Le débat est vif, complexe, et loin d'être tranché. Les défenseurs des libertés individuelles redoutent de l'émergence d'une société où tout le monde serait traçable par son patrimoine génétique. Les partisans de la justice, eux, rappellent que des enfants comme Sabine méritent qu'on mette tout en œuvre pour retrouver leur bourreau. Une chose est certaine. La généalogie génétique ne doit pas devenir un outil banal ou automatique. Elle doit rester une solution d'exception réservée aux affaires les plus graves et encadrée avec la plus grande rigueur. Elle ne peut pas et ne doit pas remplacer le travail d'enquête classique, les recoupements, les témoignages, les confrontations. Elle est une piste parmi d'autres, mais parfois, cette piste suffit à faire jaillir la vérité. Le 27 juin 2025, pour la première fois depuis longtemps, une veillée a été organisée par des anonymes devant la stèle de Sabine. Des bougies, des dessins d'enfants, des fleurs blanches et une phrase griffonnée à la main sur un petit carton. La vérité n'a pas de date de péremption. C'est cela aujourd'hui, la promesse de la science. Redonner une voix à ceux qu'on a fait taire, redonner un nom à l'impunité et permettre, enfin, que la justice ne soit plus un espoir lointain, mais une réalité possible, pour Sabine et pour toutes les autres. 38 ans après le drame, l'affaire Sabine Dumont incarne à la fois la douleur de l'attente et la puissance de la science face à l'oubli. Grâce à la généalogie génétique, une lueur d'espoir renaît pour ses proches, celle de connaître enfin la vérité, de nommer le coupable, de briser le silence. Ce combat n'est pas seulement celui d'une famille, mais celui d'une société qui refuse que des crimes restent impunis. La justice évolue, les outils se modernisent, et chaque avancée est un pas de plus vers la mémoire restaurée. Quelle que soit l'issue, l'essentiel est là. Sabine n'est pas oubliée. Sa voix résonne encore à travers ceux qui, obstinément, refusent de laisser mourir l'espoir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre sensibilité et votre engagement donnent tout son sens à notre travail. Si cette enquête vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir une alerte à chaque nouvelle publication. Nous vous invitons également à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos émotions ou vos réflexions. Vos retours sont précieux et nourrissent le débat et surtout, restez connectés.
D'autres histoires fortes, bouleversantes ou inspirantes arrivent très bientôt. Merci encore pour votre fidélité et à très vite sur notre chaîne.